Donc je suis Pierre Zwegenbaum, je suis chercheur au CNRS, responsable d'une équipe au laboratoire LIMSI qui fait du traitement automatique des langues, donc de l'analyse automatique de texte. Et je suis là depuis une douzaine d'années. Avant ça, j'ai passé une vingtaine d'années à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, aussi dans un rôle de recherche sur le traitement automatique des langues. Donc, dans cet exposé, je vais essayer de montrer comment on peut chercher à exploiter des données textuelles pour aller vers des données normalisées que l'on peut ensuite enregistrer, sur lesquelles on peut faire des statistiques, des exploitations diverses. Et je prendrai comme exemple le codage des causes de décès. L'exposé commencera par un exposé du problème. Je proposerai ensuite des méthodes que l'on emploie couramment pour réaliser ce type d'objectifs, qui sont la représentation d'un texte, la recherche dans un dictionnaire, et puis des méthodes d'apprentissage supervisé qui cherchent à bénéficier des grandes masses de données qui sont déjà disponibles et qui, par exemple, pour les causes de décès, ont déjà été codées. Alors, la toile de fond dans laquelle se placent ces travaux, ces besoins, c'est le fait que les textes médicaux portent et transmettent des informations, des connaissances, et que donc ces informations et ces connaissances, tant qu'elles sont sous forme de texte, on a du mal à les exploiter informatiquement. On a du mal, par exemple, à compter le nombre d'infarctus si on a juste du texte. Et que, par contre, si on arrive à analyser automatiquement ces textes et à les convertir dans un format normalisé qui est, lui, propice au traitement informatique, eh bien, on pourra ensuite exploiter ces informations et ces connaissances à diverses fins. Alors, exemple d'un premier type de tâche qui concerne ce qu'on appelle l'extraction d'informations. Voilà, là, j'ai un exemple de... Alors, c'est un exemple construit, hein, et c'est pas une vraie lettre de sortie, dans laquelle on a un certain nombre d'informations, en particulier sur les prescriptions médicamenteuses du patient. Et ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est, à partir de l'analyse du texte, aller chercher les différents médicaments, les posologies, les horaires, la fréquence de prise, et ça systématiquement pour l'ensemble du texte. Et ranger ça dans une table de base de données, étant donné un schéma prédéfini. On a défini les entités. Ici, ce sont les médicaments, les doses et les fréquences. Et puis, il faut qu'on sache reconnaître dans le texte toutes les occurrences de nom de médicaments, toutes les occurrences de dosage, toutes les occurrences de fréquence, et puis qu'on sache les relier correctement. C'est-à-dire, voilà, là, on a parlé de clécaïne, un comprimé matin et soir, c'est ce qui était indiqué ici dans le texte. Voilà, ce type de tâche, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'informations. C'est un premier niveau d'extraction d'entités et de relations, je veux dire, à partir d'un schéma prédéfini, à partir du texte. Pour aller un petit peu plus loin, ce que l'on a envie de faire, c'est de normaliser les informations que l'on peut trouver dans un texte. Et là, je vais prendre l'exemple justement des causes de décès. Donc ça, c'est un exemple de certificat de décès, bon, américain en l'occurrence, mais le format des certificats français est très similaire, dans lequel on a quelques champs dans lesquels on va énoncer, le médecin qui constate le décès va énoncer les causes de décès. Donc ici, par exemple, voilà, rupture du myocarde, infarctus du myocarde aigu, etc. Et chacune de ces causes de décès, alors il y a aussi des causes plus lointaines, des facteurs favorisants qui sont notés là. Chacune de ces entités nosologiques doit être codée sous forme d'une classe de maladies dans la classification internationale des maladies. Exemple, voilà, I23.3. I23.3 qui va correspondre à ce qui est exprimé ici par rupture du myocarde et qui est exprimé un petit peu différemment dans le libellé de la classification internationale des maladies. Donc cette tâche-là qui part d'un texte et qui cherche à produire des codes, donc des concepts normalisés dans un référentiel a priori, dans cet exemple-ci, la classification internationale des maladies, c'est ce qu'on appelle la tâche de codage ou la tâche de classification de texte, où donc on part d'un texte et puis on veut trouver en sortie des concepts, des étiquettes, des codes dans un référentiel prédéfini. Un autre exemple de cette tâche, c'est l'indexation des publications dans Deadline, où chaque titre et résumé de publication est indexé par en l'occurrence des indexeurs humains, aidés d'ailleurs d'un programme d'assistance automatique, pour décrire sous forme de concepts normalisés, ici les descripteurs mesh,
donc d'écrire les différentes thématiques principales qui sont mentionnées dans l'article. Voilà, et là on a par exemple le fait que ça parle de simulation de patients et de la ville de Singapour pour des problèmes épidémiologiques, voilà, qui sont signalés, qui sont mentionnés soit explicitement dans le résumé ici, soit peut-être dans l'article entier. Donc ici encore, la tâche consiste à partir d'un texte et à produire des codes normalisés. Alors là, ils sont exprimés sous forme des descripteurs du libellé, du terme préféré pour les descripteurs mesh. En l'occurrence, derrière, il y a un code standardisé, un D00, je ne sais pas quoi, qui correspond à chacun de ces descripteurs. Voilà, et une fois qu'on a réalisé cette tâche, on peut effectuer tout un tas d'exploitations. Par exemple, chercher tous les articles qui parlent d'infection, de contrôle d'infection ou de simulation de patients, et les compter, les recueillir. De la même façon que lorsqu'on travaille sur les causes de décès, eh bien, une fois qu'on a enregistré sous forme normalisée toutes les causes de décès, on peut faire les statistiques de mortalité en France et dans le monde. Alors donc, pour revenir sur cette tâche de classification de texte, le problème que l'on aborde, c'est étant donné une source qui est un texte, dans notre cas, on va chercher ce qu'on va appeler des concepts, qui seront par exemple les classes de la CIM10 ou les descripteurs mesh. Donc les concepts les plus pertinents pour ce texte, dans un référentiel fixé a priori, qui donc peut être de nouveau la classification internationale des maladies, le Thesaurus Mesh et bien d'autres. Alors, si on part d'extraction d'informations, comme je montrais dans un des premiers transparents, où on a par exemple les médicaments et leur posologie, là, chaque mention d'une entité, par exemple un dosage, une fréquence, un nom de médicament, c'est ça la source dont on part, et on va chercher à faire correspondre à chaque mention d'entité un concept dans la terminologie cible. Si on part d'un texte entier, comme je vais m'y intéresser dans le reste de cet exposé, eh bien on parle d'indexation de texte ou de codage de texte. Et là, la source, c'est soit le texte entier, soit une phrase qu'on a extraite du texte. Et on cherche en cible tous les concepts de la terminologie cible qui sont mentionnés dans cette phrase. Alors là, ça va être précisé par la tâche aussi. Quand je dis tous les concepts, pour le Thesaurus Mesh, enfin pour les notice medline, il s'agit des thèmes principaux de l'article. Pour les causes de décès, il s'agit de chaque entité nosologique. Donc s'il y a des informations supplémentaires qui ne rentrent pas là-dedans, elles vont être simplement ignorées. Voilà, on appelle souvent aussi cette tâche l'indexation contrôlée. Dans la mesure où on indexe un texte, c'est-à-dire on décrit un texte par une petite collection d'index dans un vocabulaire contrôlé. Et donc la cible, ça peut être par exemple la classification internationale des maladies, dont j'ai mis un petit extrait ici. C'est un domaine qui fait l'objet de beaucoup de travaux et de publications. Là, j'ai cité quelques exemples dans l'année 2016 de publications qui se sont intéressées à faire de la classification de textes dans le domaine clinique, c'est-à-dire qui sont partis de textes et dossiers de patients, pour par exemple déterminer quel patient avait un diabète. Alors les problèmes qui se posent sont les problèmes de la langue naturelle, où il y a beaucoup de façons d'écrire la même chose, et puis une expression peut être ambiguë. On peut écrire les choses en minuscules, en majuscules, c'est ça que je note la casse ici. Il y a des variations dans la forme des mots, dans l'orthographe des mots aussi. Quelquefois on rencontre des fautes de frappe, des fautes d'orthographe. On emploie des sigles qu'on aimerait bien remplacer par leur forme expansée. On va trouver des variations dans l'ordre des mots dans une phrase. Alors je reviendrai sur quelques exemples tout à l'heure. On peut trouver des variations dans la catégorie morphosyntaxique des mots, c'est-à-dire le fait d'utiliser plutôt un nom, plutôt un adjectif. Par exemple, sténose de l'aorte, sténose aortique. Des variations dans les mots employés, où on va utiliser un synonyme à la place d'un autre mot. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le fait que les mots sont ambigus. Par exemple, le mot iris, qu'on rencontre d'ailleurs dans Thesaurus Mesh, ça peut être aussi bien la fleur que la partie de la pupille de l'œil. Cold en anglais et veut dire aussi bien le froid que l'abréviation, le cible pour Chronic Obstructive Lung Disease, bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc on a aussi besoin éventuellement de savoir désambiguiser les mots, c'est-à-dire lever l'ambiguïté lorsqu'un mot a plusieurs sens, en fonction de son contexte. L'un des problèmes aussi, c'est que très très souvent, les référentiels vers lesquels on veut normaliser les textes que l'on a sont très grands. La classification internationale des maladies, c'est de l'ordre
dizaines de milliers de classes, le Thesaurus Mesh plus près de 30 000, la nomenclature SNOMED dans l'ordre de 300 000, et si on prend l'ensemble de l'UMLS, donc cet ensemble, le métathésaurus qui a été construit par la National Library of Medicine et qui regroupe de l'ordre de 200 vocabulaires différents, eh bien on a dedans 3 millions de concepts différents, ce qui est très très large et ça devient de plus en plus difficile avec ces ordres de grandeur de trouver de façon correcte le concept le plus approprié pour une entrée donnée. Alors comment est-ce qu'on cherche à se débrouiller face à ces problèmes-là? La première démarche qui est très importante, c'est de commencer par construire une représentation du texte d'entrée qui va chercher à simplifier ce texte, à réduire la variation que l'on trouve dans ce texte. Alors en faisant ça, il y a toujours un risque que l'on perde de l'information, que l'on se trompe, mais de façon générale, on essaie de faire ça de façon telle qu'on y gagne plus que ce qu'on risque d'y perdre. Alors par exemple, une chose simple, les expressions peuvent être en majuscule, en minuscule, quelquefois tout en majuscule, quelquefois tout en minuscule, quelquefois de façon mélangée. En théorie, quand on écrit en français ou dans une autre langue, les majuscules et minuscules font une différence. En pratique, les auteurs des textes que l'on analyse ne sont souvent pas systématiques et donc on a plutôt intérêt à tout convertir dans une seule forme, et là en l'occurrence par exemple en minuscule. Alors la même remarque s'applique sur l'usage des accents. Voilà, ce qu'on appelle les signes diacritiques, accents, cédilles, etc. Normalement, il y a une façon correcte de les employer et cela peut faire une différence quelquefois, par exemple entre élève, élevé, congre, congrès. Mais la plupart du temps, on n'a pas trop de pertes à supprimer tout ce qui est accent, cédille et tout ça. Et donc on va faire ça parce que quelquefois les accents sont mis, quelquefois non. On ne peut pas s'y fier suffisamment. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut segmenter la chaîne de caractères que l'on a en entrée, donc la phrase, le texte, en mots. Alors ça a l'air évident, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Les mots quelquefois sont collés les uns aux autres, il y a des tirets, des différents types de ponctuation qu'il faut gérer de façon appropriée. Au final, on va se retrouver avec une liste de mots, une séquence de mots séparés. Donc par exemple dans cet exemple, AVC et puis hémorragique, 2 mots. Certains mots ne sont pas tellement porteurs de sens, les mots grammaticaux, par exemple la préposition de, le déterminant le, etc. On appelle souvent ça de façon un petit peu grossière des mots vides, et on va la plupart du temps les supprimer. Là aussi, ça va simplifier le texte et ça va nous focaliser sur les mots porteurs de sens. De nouveau, il y a toujours un risque de perte ici ou d'erreur, mais globalement, ça aide plus que ça n'ennuie. Voilà, et puis, on rencontre aussi des fautes d'orthographe. Alors, pour corriger les fautes d'orthographe, on compare les mots que l'on rencontre et qui sont hors du dictionnaire dont on dispose, et on les compare donc aux entrées du dictionnaire. Par exemple, ici, on a trouvé le mot syndrome, et puis dans le dictionnaire, on a le mot syndrome, et puis pas mal d'autres mots. On fait des comparaisons de chaînes de caractères, on calcule une distance de chaînes de caractères qui consiste, la plupart du temps, à compter le nombre d'opérations minimales dont on a besoin pour transformer le mot mal orthographié dans le mot bien orthographié. Ici, donc, il suffirait d'ajouter un N à syndrome pour avoir syndrome, et donc ça fait une distance d'édition de 1. Donc syndrome est un mot correcteur possible, alors on risque d'en trouver d'autres. Et ensuite, on peut avoir intérêt à utiliser ce qu'on appelle un modèle de langue, c'est-à-dire un enregistrement des différentes fréquences des mots, des mots uniques ou des séquences de 2 mots, 3 mots, etc. Et dans le contexte du mot mal orthographié, on va chercher parmi les mots correcteurs les mots qui ont la plus grande probabilité d'occurrence à cet endroit. Alors là, simplement en regardant la fréquence des mots dans le corpus sur lequel on travaille, dans l'ensemble des textes sur lesquels on travaille, on va voir que syndrome est un mot très fréquent, et donc c'est sans doute un meilleur mot correcteur que d'autres mots qui seraient beaucoup moins fréquents. Voilà, même chose ici, hémorragique avec le I et le Q interverti, distance d'édition de 2, eh bien on va voir que lui il apparaît 3 fois seulement, alors que hémorragique bien orthographié apparaît 2500 fois dans notre corpus, donc hémorragique est un bon correcteur. Les mots prennent des formes différentes aussi, bon, alors, selon les langues, en français en particulier, les mots peuvent être fléchis,
Donc on peut mettre les mots au pluriel et ça va rajouter un S à certains mots ou à UX, etc. Donc on va chercher à défaire cette flexion et remplacer chaque mot par sa forme canonique, la forme qu'il y a dans le dictionnaire. On appelle cette forme du dictionnaire un lemme, d'où le terme de lemmatiser pour remplacer un mot par sa forme du dictionnaire. Et pour ça on s'appuie typiquement sur des dictionnaires. Voilà, ce que l'on peut faire aussi, c'est remplacer chaque mot par sa racine. Par exemple, remplacer digestive par juste digeste. Ce qui fait qu'aussi bien digestive que digestion vont être remplacés tous les deux par digeste. Et donc ces deux mots qui ont des sens proches vont se retrouver normalisés à une même forme, ce qui peut là aussi aider les traitements que l'on va faire derrière. Alors la racinisation souvent est faite de façon approximative. Donc là aussi, il y a un risque de perte, c'est-à-dire on peut se retrouver avec deux mots qui devraient rester séparés, qu'on normalise à la même racine. Mais là aussi, globalement, on y gagne plus qu'on y perd, et donc c'est une opération que l'on fait couramment. La racinisation peut inclure la lemmatisation, pour peu que les suffixes qui correspondent à des formes fléchies soient inclus dans les connaissances du système de racinisation. Alors ensuite, on se retrouve donc avec une séquence de formes racinisées, comme ici AVC hémorrhage ou hémorrhage digeste. On constate au passage que hémorragique et hémorragie ont été normalisés à la même forme de base, donc ça c'est pratique pour la suite. Il arrive qu'on exprime un concept avec une séquence de mots, quelquefois avec une séquence de mots donnée dans un autre sens, dans un autre ordre. Et à ce moment-là, on a intérêt à chercher à normaliser cet ordre des mots également. Et une façon de faire ça, c'est simplement d'oublier l'ordre des mots, de ne plus en tenir compte, et de remplacer la séquence de mots par simplement un ensemble des mots. On appelle ça souvent un sac de mots. C'est un ensemble avec le décompte des différents mots qui restent maintenus. Donc voilà, ici, hémorragie digestive, au départ, va être normalisée en digeste, hémorrhage, sans plus se préoccuper de l'ordre des mots. Même chose pour accident vasculaire cérébral. Ce qui fait que accident vasculaire cérébral, accident cérébral vasculaire, accident cérébrovasculaire, tout ça va se retrouver normalisé au même ensemble de formes racinisées. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, quand on va comparer ces ensembles de mots, c'est tenir compte de leur saillance plus ou moins grande, de leur importance plus ou moins grande. Un mot qui est très courant est moins discriminant, il est moins informatif qu'un mot qui est moins courant. On peut évaluer ça en comptant le nombre de documents différents, le nombre de textes différents qui contiennent le mot. Plus le mot est présent dans un grand nombre de textes, plus ce mot est moins ce mot est informatif, moins il est discriminant. C'est ça qui est encodé dans un score souvent employé qu'on appelle le TF-IDF, TF pour fréquence du terme dans le document, et IDF pour fréquence documentaire inverse, c'est-à-dire l'inverse du nombre de documents qui contiennent ce terme. Et ce dont je parlais à l'instant, c'est justement de ça, l'inverse du nombre de documents qui contiennent ce terme. Plus un terme est fréquent, c'est-à-dire plus un terme est vu dans beaucoup de documents différents, plus il aura un score bas avec ce score IDF. Par exemple, le trouble est un mot plus courant que il y a beaucoup de sortes de troubles différents dans les maladies, dans la classification internationale des maladies, par exemple. Et donc, ce mot, a priori, aura un score plus faible. Ici, alors j'ai inventé ces nombres, 0,2, 0,6, mais pour donner un ordre de grandeur, alors que le digestif est un peu plus discriminant et pourrait avoir un score plus élevé. Bon, il faudrait prendre les vrais scores pour voir ce que c'est en réalité ici. Alors, dernier point dans la représentation d'un texte. Ici, j'ai proposé de segmenter le texte en mots. On peut quelquefois avoir besoin de segmenter au niveau des caractères eux-mêmes. Donc, par exemple, notre séquence AVC hémorragique, racinisant AVC hémorrage, eh bien, on peut chercher à le découper en séquences de 2 lettres, comme ici, voilà, juste le début du mot A, AV, VC, etc. Vous voyez, on tronçonne toute la chaîne de caractères en séquences de 2 lettres qui se recouvrent, ou bien en séquence de 3 lettres, comme j'ai fait dans la ligne suivante. L'intérêt de faire ça, c'est que lorsqu'on va comparer ensuite les ensembles de bigrammes ou de trigrammes, donc les ensembles de séquences de 2 lettres ou de 3 lettres qui composent une phrase ici, eh bien, s'il y a des fautes de frappe ou s'il y a des variations dans la forme des mots,
ces fautes de frappe ou ces variations ont des chances de n'impacter qu'une petite partie des bigrammes ou trigrammes du mot. Donc par exemple, si on a mis un H en hémorragique après le R, ou si on a oublié un R, eh bien, il y a juste 1 ou 2 bigrammes qui vont être impactés, et tous les autres seront toujours présents. Pareil pour les trigrammes. Donc ça fait que ça permet une comparaison des textes plus souple que si on avait gardé la chaîne de caractères entière. Voilà. Inversement, plutôt que de segmenter en mots individuels, ABC, hémorragie, eh bien la séquence précise de 2 mots qu'on a trouvé dans cette phrase pourrait être plus discriminante, plus significative que juste le fait d'avoir ABC et par ailleurs hémorragie présent dans la chaîne de caractères. Donc plus on utilise des n-grammes de mots longs, donc ici par exemple j'ai montré des unigrammes, juste le mot seul comme j'avais fait précédemment, et puis des bigrammes, donc des séquences de 2 mots, plus ces n-grammes sont longs, plus la séquence de mots que l'on emploie sera plus précise, sera plus discriminante, mais sera plus rare aussi, donc peut-être moins utile si on a des séquences trop rares. Voilà, donc ce type de traitement, représentation du texte, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement, qu'on a intérêt à faire systématiquement, que l'on utilise des méthodes à base de dictionnaire ou que l'on utilise des méthodes par apprentissage supervisé. Donc je vais entrer maintenant dans les méthodes à dictionnaire. Dans ces méthodes, donc on a un dictionnaire qui contient par exemple les classes de la CIM 10 ou les descripteurs mesh, avec pour chacun leur terme préféré, éventuellement des synonymes également. Et donc, ce que l'on va dire, c'est si on trouve le terme préféré ou un synonyme d'un descripteur mesh ou d'un libellé de la CIM 10, y compris les termes inclus, eh bien, on considérera que la phrase courante contient effectivement une référence à cette classe de la CIM 10 ou à ce descripteur mesh. Donc là, on part comme source d'une chaîne de caractères et on va déterminer si on peut trouver dans le dictionnaire une entrée du dictionnaire qui est présent, qui est mentionné dans cette source. Et si oui, on va envoyer le concept correspondant, la classe CIM 10 ou le descripteur mesh. Alors, exemple, j'ai mis à droite des entrées du dictionnaire. Alors, à chaque entrée serait associé un code qui correspondrait au descripteur mesh ou à la classe de maladie de la CIM 10. Et à gauche, j'ai montré des exemples d'expressions que l'on pourrait chercher dans le dictionnaire qui ont pu être saisies dans les textes dont on parle. Donc, par exemple, on a saisi le mot allergène au pluriel, et puis il se trouve qu'il y a une entrée de dictionnaire pour allergène, c'est parfait. Donc j'ai mis dans la même couleur les appariements qui se passent bien, les appariements qu'on arrive à réaliser. Ou bien on a allergénique, bon, lui n'est pas dans une entrée du dictionnaire, donc on ne le trouve pas. Allergie est dans le dictionnaire, on le trouve. Allergie en majuscule n'est pas dans le dictionnaire, on ne le trouve pas si on ne fait rien de plus. Allergique non plus. Allergie aux acariens, s'il trouve tel quel, tant mieux, on le trouve aussi. Donc ça, c'est un exemple de recherche exacte dans un dictionnaire, sans traitement supplémentaire. Vous voyez qu'il y a des termes qu'on trouve tels quels, tant mieux, et puis il y a des termes qu'on ne trouve pas, comme allergénique ou allergie en majuscule ou allergique, et qui pourtant, allergique, j'aurais bien aimé qu'on le trouve comme correspondant à allergie. C'est là qu'intervient, alors bon, j'ai mis quelques mots sur la façon informatiquement dont on peut implémenter un dictionnaire. C'est en général une structure de données présente dans les langages, dans les bibliothèques de programmation. Ça utilise la plupart du temps une table de hachage. Il y a aussi d'autres méthodes comme les arbres lexicographiques qui sont particulièrement intéressants également pour les dictionnaires de mots ou d'expressions polylexiques, d'expressions à plusieurs mots. Alors, ce que l'on peut faire pour améliorer les choses quand on recherche un dictionnaire, c'est prendre en compte une possibilité de variation entre les mots qui sont dans le dictionnaire, les termes qui sont dans le dictionnaire, donc qui sont là encore considérés comme des chaînes de caractères, et puis les chaînes de caractères qui sont saisies et que l'on va vouloir chercher. Et donc c'est là qu'on va pouvoir employer des distances de chaînes de caractères entre l'expression source et l'expression cible, en s'autorisant des petites variations d'un ou deux caractères, des remplacements, substitutions, omissions de caractères. Voilà, et dans ce cas-là, eh bien, allergène, bon, voilà, allergique, le mot allergique ici, a une distance d'édition de 2 lettres en trop par rapport à allergie. Et donc, par distance entre chaînes de caractères, on va pouvoir proposer allergie comme entrée du dictionnaire et donc comme codage possible pour allergique.
Voilà, mais là, c'est parce que ces deux mots se ressemblent et qu'il y a juste un Q et un U en plus. Donc, si on s'autorise une distance d'émission de jusqu'à 2, eh bien, on pourra corriger allergique en allergie. En tout cas, pas corriger, mais considérer que allergique et allergie se ressemblent suffisamment pour qu'on envoie allergique comme codage possible. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser la représentation du texte que je proposais tout à l'heure, dans laquelle on va représenter aussi bien les entrées du dictionnaire que les textes saisis que l'on cherche en dictionnaire, donc sous la forme de, on va normaliser la casse, enlever les accents, segmenter en mots, enlever les mots outils, etc., etc. Et donc, quand on fait ça, on va avoir un comportement différent. La source, donc toutes les phrases sources vont être normalisées. Et donc là où on avait allergénique ou allergène, ça va être mis en minuscule, racinisé, sans accent, etc. Et donc on aura juste allergène pour ces deux expressions différentes. Et dans le dictionnaire, allergène au pluriel, lui aussi est normalisé en allergène, juste la racine. Et donc on va pouvoir apparier directement allergène, alors s'il était allergénique ou allergène au pluriel, avec allergène dans le dictionnaire. De la même façon, allergie, allergique en majuscule, en minuscule, tout ça est normalisé en allergue. Et pareil dans le dictionnaire, allergie au pluriel dans le dictionnaire est normalisé en allergue, ce qui fait qu'on trouve directement, cette fois-ci, après normalisation par appariement exact, par recherche directe dans le dictionnaire, on va trouver l'entrée allergue à laquelle sera associé toujours le code SIM ou le descripteur MeSH correspondant. Et puis pareil pour allergue acarien, sera normalisé mot à mot et se retrouvera aussi. Voilà, donc là, on voit que le fait de remplacer un texte par une forme normalisée permet d'employer une méthode très simple, la recherche dans un dictionnaire, et de trouver beaucoup plus de réponses. Et ici, dans les exemples que j'ai pris de façon correcte, beaucoup plus de réponses que si on avait fait une recherche directe dans le dictionnaire sur la forme initiale du texte et des entrées du dictionnaire. Alors, lorsqu'on représente les textes et les entrées du dictionnaire par des ensembles de mots normalisés, on peut avoir intérêt à utiliser les méthodes de la recherche d'informations. On considère que chaque entrée du dictionnaire est un document que l'on recherche à partir d'une requête qui, elle, représente le texte saisi. Donc le texte saisi est pris comme une requête, on va chercher quelles entrées du dictionnaire sont des documents qui ressemblent suffisamment à la requête, donc au texte entré. Voilà, et on peut utiliser à ce moment-là des méthodes de recherche existantes qui eux-mêmes ont des fonctions de comparaison, par exemple qui représentent les sacs de mots normalisés par des vecteurs et ils calculent l'angle entre les vecteurs de la requête et de chaque document. Ou bien il y a un modèle aussi probabiliste qu'on appelle BM25 qui calcule un score qui est un petit peu différent de ça et qui est approprié souvent pour ce type de recherche. Donc avec cette représentation de type recherche d'information, donc chaque entrée est représentée par un sac de mots pondéré et dans lequel chaque mot est pondéré par exemple son TF, IDF ou un autre score qui représente sa saillance dans le terme, son importance dans le terme. Et donc les expressions à plusieurs mots sont représentées par un ensemble de plusieurs mots comme ça. Et on va pouvoir comparer chaque mot d'une requête aux différents mots présents dans tous les documents de la base, dans tous les documents de la terminologie ici, du référentiel, et chercher le document du référentiel qui obtient le meilleur score, c'est-à-dire qui contient le maximum de mots de la requête, et avec pour chacun un score correspondant élevé. Voilà, il y a des formules plus complètes pour calculer ça, c'est ce qui est fait par les moteurs de recherche. Voilà donc pour quelques méthodes qui sont basées sur la donnée d'un dictionnaire, dans lequel on va chercher de façon plus ou moins souple les termes d'entrée, les termes qui étaient dans notre texte au départ, ou les phrases qui étaient dans notre texte, pour voir si elles s'apparient ou leur contenu s'apparie avec des entrées du dictionnaire. J'aborde maintenant des méthodes qui cherchent à bénéficier de masses de données déjà codées, déjà analysées, comme exemple, pour entraîner un système. Alors, pour mettre ça dans un cadre plus large, quand on fait de l'analyse de texte, comme ici, voilà, on part d'un texte et puis on cherche à produire extraire des informations ou sortir des concepts à partir de ce texte, eh bien, on a typiquement, comme souvent en intelligence artificielle, on utilise un système qui va se décomposer en un moteur ici, un moteur générique,
et puis des ressources, des connaissances qui vont alimenter ce moteur. Par exemple, le moteur, ça va être la fonction d'appariement de phrases sources et d'entrée du dictionnaire, et puis les connaissances, ça va être les entrées du dictionnaire. Et ces connaissances vont paramétrer le fonctionnement du moteur. Et sans les connaissances, le moteur ne pourra pas faire grand-chose, parce que c'est vraiment là que se trouve la richesse des informations. C'est là que se trouve ce qui permet réellement de faire l'opération d'analyse, de détecter des concepts, etc. Voilà, alors la question, c'est comment est-ce qu'on met au point ces connaissances, ces ressources, et souvent c'est long, ça demande des efforts humains importants. Par exemple, constituer un dictionnaire très couvrant, très exhaustif pour faire du codage chez 10, c'est long, il faut des centaines de milliers d'entrées. Et on peut vouloir constituer ces ressources de façon automatique en partant de sources à préciser ici, en utilisant un algorithme qu'on va préciser aussi, et cet algorithme va construire ces ressources, ces connaissances de façon automatique. Souvent ce qu'on appelle ici un modèle, qui lui-même va alimenter le processus de décision finale, qui va, par exemple ici, trouver des concepts dans un texte. Alors c'est ça, l'une des façons de faire ça, c'est de faire de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage à partir d'exemples. Dans ce cadre-là, on a quelqu'un qui va jouer le rôle d'un professeur, typiquement un être humain, voilà, qui va préparer des exemples, alors des exemples typiquement de phrases d'entrée, avec leurs solutions, c'est-à-dire avec les concepts attendus en sortie. Et ces exemples de phrases sources avec les concepts attendus, on va les donner à un algorithme d'apprentissage, un apprenti donc, qui est là donc un logiciel, un algorithme implémenté, qui va s'entraîner en étudiant ces exemples. Donc il va regarder chaque exemple et les solutions associées, et il va essayer de trouver des façons d'associer des solutions aux exemples, de deviner comment ces solutions doivent être calculées à partir des exemples. C'est ce qu'on appelle la phase d'entraînement, et le système construit un modèle, ce qu'on appelle un modèle, donc il va encoder ses connaissances. Et ensuite, on va fournir de nouveaux textes à l'apprenti, et il va se servir de ce modèle pour faire ce qu'on appelle la phase d'inférence, dans laquelle il va proposer des concepts pour chaque texte qu'on lui fournit. Alors typiquement, les textes d'entrée, on va les représenter sous forme de vecteurs de caractéristiques. Donc voilà, le texte que l'on donne, on va justement le décomposer, extraire de ce texte les informations élémentaires qui sont susceptibles d'être exploitées par un algorithme d'apprentissage pour construire un modèle, et puis ensuite pour faire la phase d'inférence et prédire des concepts à partir de ce texte, à partir du vecteur de caractéristiques qui va représenter le texte. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc, pour schématiser, le fonctionnement d'un algorithme d'apprentissage, il se fait en deux phases. Il y a une phase qui se fait au préalable, dans laquelle on part d'une base de texte d'entraînement, une base d'exemples de textes, et chacun de ces exemples est annoté, est étiqueté par les concepts que l'on doit trouver dans ce texte. Donc par exemple, on va donner ici un certificat d'essai, et puis les codes SIM qui sont associés à ce certificat d'essai, donc qu'un humain a déjà mis en faisant un expert du codage a mis pour ce certificat d'essai. Voilà, et à partir du texte, on va construire une représentation du texte. Typiquement, on va, comme tout à l'heure, le segmenter en mots, normaliser les mots, etc. Ça va nous faire un ensemble de mots qu'on va représenter qui vont constituer les caractéristiques sur lesquelles vont se baser l'algorithme. Typiquement, ça va être un vecteur de caractéristiques, donc un vecteur une séquence de taille fixe d'informations extraites du texte. Et ces représentations du texte, plus chaque fois les étiquettes de référence, c'est-à-dire par exemple les codes SIM qu'il faudrait trouver pour ce texte, sont employés par l'algorithme d'entraînement pour construire un modèle. Alors, le X ici, c'est la représentation du texte d'entrée. Le Y, c'est les concepts que l'on cherche à trouver, que l'on aimerait trouver pour ce texte d'entrée. Et le modèle va construire une forme d'estimation de la sortie attendue, donc du Y, c'est-à-dire des concepts que l'on devrait produire, à partir de l'entrée X, c'est-à-dire du vecteur de caractéristiques pour le texte d'entrée. Voilà, il va construire une fonction qui estime les sorties à produire pour une entrée donnée. Alors, une fois qu'on a ce modèle, on peut ensuite donner au système, dans une deuxième phase,
des nouveaux textes. Alors chaque texte va être représenté lui aussi de la même façon par des caractéristiques. Et ces caractéristiques vont être, ce vecteur de caractéristiques va être passé à un deuxième module qui fait partie de l'algorithme d'apprentissage, qui est le module d'inférence, qui lui, justement, exploite le modèle. Donc ça rappelle tout à l'heure la roue dentée que j'avais, qui était l'algorithme, le moteur générique, qui lui s'alimente par des connaissances qui sont ce modèle, pour, étant donné une entrée qui va être des caractéristiques associées à un texte, va calculer les codes de sortie qu'il propose pour ce texte. Voilà, ça c'est le schéma global d'un algorithme d'apprentissage supervisé. Alors, le point important pour ces algorithmes, c'est de fournir au système des caractéristiques pertinentes. Et donc, typiquement, c'est la décomposition du texte, la simplification du texte que j'ai présenté tout à l'heure. On passe en minuscules, on enlève les accents, on segmente en mots, on enlève les mots vides, on corrige s'il y a des fautes d'orthographe et qu'on peut le faire, on racinise, éventuellement on crée des n-grammes de caractères ou des n-grammes de mots. Voilà, tout ça vont être les informations élémentaires qui vont être passées comme représentation du contenu du texte pour créer ce vecteur de caractéristiques. En pratique, n'importe quel type d'information qu'on peut trouver dans la source peut être utilisé. Si on pense que c'est des indices intéressants qui peuvent être pertinents pour trouver les bons concepts, on peut les ajouter. Par exemple, dans les certificats de décès, si on a l'âge de la personne au moment du décès, eh bien, on peut l'ajouter comme caractéristique supplémentaire et ça pourra aider le calcul. Voilà. Puis si on a des informations sur le sens des mots, là j'ai décrit des informations qui sont vraiment directement issues du texte. Si on a des informations supplémentaires sur le sens des mots, eh bien, on pourra les ajouter aussi. Voilà un exemple tiré d'un article d'introduction à l'analyse de texte dans le domaine de la radiologie, donc l'article qui est cité là en bas. Ici, on a donc des exemples d'entraînement. L'exemple qui est pris ici consiste à partir de compte rendu de radiographie et à chercher à déterminer simplement deux classes. Est-ce que le compte rendu qu'on examine contient un signe positif de cancer de quelque chose ou pas. Ouais, donc on a juste deux classes en sortie, c'est beaucoup plus simple que le fait d'aller chercher par exemple 12 000 classes de la classification internationale des maladies. Et donc ici, chaque phrase d'entrée, chaque exemple d'entrée est représenté par le vecteur de la présence ou absence de chacun des mots. Donc par exemple, dans ce vecteur pour la première phrase, voilà, dans chacun de ces vecteurs, la position que je montre ici correspond à la présence du mot feeling. Il y aura un 1 si ce mot est présent et un 0 s'il n'y est pas. La deuxième case du vecteur ici représente le mot defect, la présence du mot defect. Il y aura un 1 si le mot defect est présent et un 0 sinon, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, en sortie, donc ce qui est associé à ces exemples, c'est le fait qu'on soit dans la classe positive ici, donc la présence ici d'un problème, d'un signe positif. Et puis, la classe ici, qui est non, il n'y a pas de présence de signe positif. Et donc la classe positive ici est représentée par un +1 et la classe négative par un -1 dans cet exemple. Voilà, et donc l'algorithme d'apprentissage va utiliser tous ces exemples, donc tous les exemples qui ont la classe 1 et tous les exemples qui ont la classe -1, et va chercher à trouver un modèle qui lui permettra ensuite de reproposer une bonne classe pour un nouvel exemple. Voilà, donc ce modèle, donc là il y a quelques exemples d'algorithmes cités. Il donne le modèle qui va être employé ensuite dans la phase d'inférence. Et en présence d'un nouveau texte, comme ici, voilà, focal feeling defect in scene in distal aspect, etc. Pour ce nouveau texte, on calcule le vecteur de caractéristiques. Dans ce cas précis, avec des 1 et des 0. Dans d'autres cas, on pourrait avoir plus de valeurs différentes. C'est ce vecteur de caractéristiques qui est donné dans la phase d'inférence et qui, avec le modèle, va permettre de proposer une classification en sortie, donc de choisir une classe, ici entre les deux classes possibles, 1 ou -1, et dans ce cas précis, c'est la classe 1 qui sort. Voilà, donc ça c'est le schéma général de nouveau, un petit peu instancié, de la classification supervisée. C'est un type de méthode que nous avons utilisé avec mon collègue Thomas Lavergne pour faire de la classification des causes de décès dans la classification internationale des maladies. Donc on devait coder les causes de décès comme il se doit dans la classification internationale des maladies. On a utilisé un type particulier de classifieur et puis une représentation qui s'appelle SVM, je vais le présenter rapidement. Et puis comme caractéristique, donc on a effectivement
simplifier, donc créer une représentation simplifiée de chaque certificat. Et on a ensuite, dans cette représentation, gardé les mots, les séquences de mots, les trigrammes de caractères pour être robuste aux fautes de frappe, et puis ajouter l'année de codage, parce qu'il y a quelquefois des changements de mode de codage au fil des ans, et ça c'était important de savoir en fonction de l'année où on est, comment est-ce qu'il faudrait coder. Bon, c'est quelque chose d'ajouter ici, il se trouve que ça a aidé un petit peu. Voilà, et ça, il se trouve que cette tâche de codage des causes de décès dans la classification internationale des maladies a fait l'objet de ce qu'on appelle des campagnes d'évaluation internationale, donc des exercices dans lesquels des données ont été mises à disposition d'un certain nombre de participants. Ces participants, donc des différentes équipes dans le monde, ont mis au point des algorithmes pour faire le codage automatique des causes de décès dans la CID-10. Et ensuite, les organisateurs leur ont fourni un nouveau jeu de données sans les solutions, et les participants ont renvoyé ce que leur système produisait sur ces jeux de données, et les organisateurs ont comparé ça au codage de référence et ont pu évaluer la précision, c'est-à-dire le fait que les résultats étaient corrects, le rappel, c'est-à-dire la proportion, la sensibilité, la proportion de résultats qui avaient été trouvés et qui ont été trouvés, et puis la moyenne harmonique des deux qu'on appelle la F-mesure. Et ce que l'on voit sur ce graphique, ce sont les niveaux de résultats des différentes équipes au cours des 3 années où cette tâche a été proposée. Bon, chaque année, le corpus d'évaluation était un petit peu différent, bien sûr, donc les résultats sont pas complètement comparables, mais ça donne une idée du fait que, alors, les couleurs différentes montrent dans une même case. Alors, dans une même case, par exemple ici, il y a une équipe qui a participé 2 années de suite. La première année, en 2016, elle avait ces résultats-là, un peu moins de 70, et puis la deuxième année, elle s'est améliorée, elle est arrivée à 80 de F-mesure, 0,8 de F-mesure. Voilà, donc les meilleurs scores actuellement sont de l'ordre de 0,86 de F-mesure, donc et c'est à peu près équilibré en rappel et précision. Donc rappel, c'est la sensibilité, précision, c'est la valeur prédictive positive. Donc ce qui montre qu'on a encore une marge de progression, mais que c'est déjà des résultats qui sont utiles pour le codage, pour aider au codage humain. Je passe, comme il est un petit peu tard, sur ces détails-ci. Je voulais donner quelques exemples de classifieurs. Les classifieurs les plus simples, c'est le classifieur bayésien naïf, qui calcule simplement une probabilité, qui s'appuie sur la probabilité des caractéristiques en fonction de la probabilité de la classe. Un autre classifieur simple, c'est K plus proche voisin, je vais l'illustrer rapidement. Les arbres de décision sont intéressants parce qu'ils donnent une représentation, un modèle qui est très facilement interprétable. Les forêts aléatoires combinent beaucoup d'arbres de décision entre eux pour donner une meilleure décision. Régression logistique, c'est un classifieur qui fonctionne bien aussi. Les séparateurs à vaste marge sont à peu près comme la régression logistique en termes de qualité. Ils ont des avantages théoriques. C'est ça qui a été utilisé dans nos expériences. Et puis les réseaux de neurones sont revenus très à la mode récemment, en particulier avec des réseaux convolutionnels ou récurrents, qui souvent permettent d'obtenir des résultats un petit peu meilleurs que les classifieurs précédents. Voilà, rapidement, les méthodes par K plus proche voisin représentent donc chaque source comme un vecteur de caractéristiques, comme toujours. Et alors ce vecteur va être placé comme un point dans un espace vectoriel. Donc voilà, ça c'est des exemples qu'on a vus dans l'entraînement ou qu'on voit dans le test. Et chaque exemple est représenté par son vecteur. Là, c'est projeté sur juste 2 dimensions. Et la couleur des exemples là, correspond à... Il y a 3 classes en un. C'est un cas d'école ici qui vient de la bibliothèque Scikit-learn. Et alors, le principe des cas plus proches voisins, c'est que quand on a un nouvel exemple, disons qu'on est l'exemple qui est ici, eh bien, on va regarder c'est un certain nombre de voisins les plus proches dans l'espace vectoriel dans lequel sont posés ces exemples. Et par exemple ici, dans cet exemple, c'est 15. On a regardé les 15 voisins les plus proches. Et à ce moment-là, on regarde les classes des voisins les plus proches et on les fait voter. Et donc on prend la classe majoritaire dans les voisins. Alors, on peut aussi tenir compte de la distance comme ça a été fait là. Donc les voisins plus éloignés ont un vote plus faible que les voisins plus proches. Voilà. Et l'autre exemple que je donne, c'est les séparateurs à vaste marge, SVM, Support Vector Machine, qui eux placent aussi des points dans un espace vectoriel, mais font d'abord un calcul global sur l'espace vectoriel pour trouver. Alors ça marche
pour des classes, pour des problèmes binaires, et puis on peut s'en servir, le combiner pour traiter des problèmes à plus que 2 classes. Là donc je montre pour un problème binaire où on a 2 classes. Les différents points ici, c'est les exemples qu'on a vus. Et l'algorithme de SVM va chercher un hyperplan qui sépare les classes positives et négatives. Voilà, en pratique, souvent c'est pas aussi bien séparé que ça, mais justement il y a des façons de régler le SVM pour qu'il accepte, soit un petit peu souple par rapport aux points qui sont à cheval. Et l'avantage du SVM par rapport, par exemple, au calcul proche voisin, c'est qu'il fait ce calcul global d'abord, donc il se donne une représentation de la structure globale de l'espace, et ça l'aide à être plus correct dans un certain nombre de cas. Voilà, je cite ici quelques jeux de données dans lesquels on a des exemples pour entraîner des systèmes ou bien pour tester des systèmes, sur de la classification de maladies dans le premier cas. Dans le deuxième cas, ce sont des tweets et puis des forums, et il faut trouver dans l'un des corpus des effets secondaires de médicaments, et donc les normaliser par exemple avec la classification MEDRA ou SNOMED. Dans le cas suivant, ce sont des titres d'articles scientifiques ou des notices de médicaments dans lesquels il faut trouver une dizaine de types de concepts différents et les normaliser selon l'UMLS. Et dans le dernier cas, c'est les certificats de décès dont j'ai parlé précédemment. Voilà alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces 2 types de méthodes? Avec les méthodes des dictionnaires, comme on contrôle exactement les entrées du dictionnaire, on sait précisément pourquoi un concept va être trouvé. Il est trouvé parce qu'il y a une entrée du dictionnaire qui correspond à ce concept et parce que la représentation que l'on a construite pour le texte et pour le dictionnaire est telle que voilà, il y a identité au final entre le contenu du texte et le dictionnaire, une entrée du dictionnaire. Donc ça c'est pratique, on sait ce qu'on fait. Et puis s'il y a des expressions qui ne sont pas trouvées, on peut toujours ajouter des entrées au dictionnaire. Et donc humainement, on sait comment réparer les problèmes qui se posent. L'ennui, par contre, c'est qu'il y a besoin d'une intervention humaine pour créer le dictionnaire au départ, pour le gérer, pour ajouter, le mettre à jour à mesure qu'il y a des besoins. Et puis, quand on examine pour créer le dictionnaire, on va examiner un certain nombre d'exemples de textes à coder, et on peut toujours oublier certaines situations ou les encoder de façon peut-être pas tout à fait appropriée. Voilà, donc il y a toujours des risques d'erreur humaine ou d'oubli humain. L'apprentissage supervisé a les avantages et les défauts un petit peu inverses. Comme on lui donne des exemples, alors, il a besoin, un défaut, c'est qu'il a besoin qu'on lui donne beaucoup d'exemples. Et si on est dans le cas, par exemple, des certificats de décès, voilà, il y a 5 à 600 000 certificats de décès chaque année qui sont codés humainement. Donc ça fait beaucoup d'exemples qu'on peut fournir à un système. Donc, sur la base de ces exemples, l'algorithme d'apprentissage va s'adapter aux usages effectifs et donc aux associations effectives entre les concepts cibles et puis les expressions trouvées dans les textes sources. Voilà. Et puis il y a peu d'efforts de développement, il faut mettre au point les caractéristiques fournies au système, et même les méthodes récentes à base de réseaux de neurones essaient de s'affranchir le plus possible de la mise au point manuelle de caractéristiques. Donc ça c'est pratique aussi. Donc comme je disais, les inconvénients, c'est qu'il faut être dans une situation où on dispose de beaucoup d'exemples à noter, et plus on a des exemples variés, mieux ça fonctionnera. Inversement, si on a trop peu d'exemples, le système ne va pas bien apprendre et va être très mauvais ensuite. Voilà. Et puis, si on veut expliquer pourquoi une décision a été prise, pourquoi un code a été produit, c'est pas toujours facile. Selon le type d'algorithme, le lien entre la phrase source et puis les codes produits peut être assez abscon. Donc on n'est pas toujours en mesure d'expliquer les résultats, et donc ça c'est embêtant si on a besoin de justifier ce qui a été fait. Voilà, et ce que l'on peut faire aussi, c'est essayer d'avoir le meilleur des 2 mondes, et donc combiner les méthodes. Alors soit on applique une méthode dictionnaire d'abord, enfin d'une part, et une méthode par apprentissage d'autre part, et ça nous donne 2 résultats différents, et puis on les combine, donc on les fait voter, ou on met en place d'autres méthodes de combinaison. Soit on essaie d'intégrer le dictionnaire dans la méthode d'apprentissage supervisé. Et ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre le résultat de l'application du dictionnaire qui va nous proposer des concepts en sortie, et puis des expressions de la phrase source qui ont été reconnues comme étant dans le dictionnaire, et ajouter ça comme caractéristiques dans les vecteurs de caractéristiques. Donc ça nous donne des caractéristiques supplémentaires, des indices supplémentaires, que le classifieur va employer. Et souvent, il va dire, bah oui, ça doit être bien ici, ou ah non, dans ce cas précis, le code qui est proposé là, il ne devrait pas s'appliquer, et je ne le mets pas. Et puis une autre façon d'utiliser le dictionnaire, c'est d'utiliser les entrées du dictionnaire comme si c'était des exemples.
plutôt que de les utiliser comme connaissances, les ajouter aux exemples d'entraînement du système. Et donc les entrées dictionnaires, c'est aussi des mini-phrases avec pour chacune un code associé. Et c'est ça donc qu'on peut aussi utiliser comme exemple. Et dans le cas des campagnes d'évaluation clés sur le codage des causes de décès, ces différentes méthodes ont été utilisées par différentes équipes. Ouais, nous en particulier, nous avons utilisé la méthode qui consiste à insérer des entrées trouvées dans le dictionnaire dans le classifieur, et ça gagne de l'ordre d'un point supplémentaire quand on fait ça. Voilà, donc j'arrêterai là cette présentation. Je vous remercie, et donc il nous reste un peu de temps quand même pour des questions.